et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, il y a Money Shot, la Minute du Geek et la critique de Career Command, Gaia Mission. J'ai vu que certaines personnes ont réagi suite à mon histoire sur les otaku des trains et que selon moi, il est difficile d'être otaku des trains en France. Bon, apparemment j'avais tort puisque ça existe bel et bien. Merci pour ces infos. Et bien pour le coup, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'adore les trains au Japon. Mais après les news. Aucun doute à avoir, que ce soit visuellement ou musicalement, les signes ne trompent pas. On reconnaît de suite la signature du plus célèbre des agents secrets, Bond bien sûr, James Bond. Le nouveau film de 007 Skyfall sort le 26 octobre au cinéma. Dans les premières images de la bande-annonce du film, l'espion tombe dans l'eau grièvement blessé. Le jeu 007 Legends, qui sort lui le 19 octobre sur PS3, Xbox 360 et PC, rebondit sur ce point de départ. L'agent très spécial inconscient va se souvenir progressivement de ses plus célèbres missions. C'est donc un jeu rétrospective auquel on peut s'attendre. Reste à savoir s'il pourrait remplacer dans le cœur de nombre de joueurs le mythique GoldenEye sorti sur Nintendo 64 en 1997. Une question qui sera sûrement abordée dans une critique à venir de 101%. Dans Retro City Rampage, vous allez incarner un voyou, un dur, un vrai de vrai, mais version pixel 8 bits. Ce titre est un hommage vibrant au jeu d'arcade vintage, tout en offrant une dimension bac à sable à la GTA, open world bien sûr, et une grande variété de gameplay. Disponible depuis le 9 octobre 2012 sur à peu près toutes les plateformes de téléchargement PC et bientôt sur PSN et XBLA, vous pourrez vous essayer à 60 missions histoire, une quarantaine de challenges arcade, 25 armes à tester sur qui aurait l'inconscience de croiser votre chemin, et une cinquantaine de véhicules à emprunter, dont une voiture qui a fort l'air d'être une DeLorean. Un programme chargé où le fun et l'action ont l'air de primer avant tout. Now that's what I call an entrance. Injustice, les dieux sont parmi nous, a dévoilé il y a quelques jours un nouveau personnage de son roster. Les joueurs pourront donc, le temps d'un combat, rêver qu'il tire à l'arc de manière prodigieuse sous les traits de Green Arrow. L'archer de DC Comics est d'autant plus sous les feux des projecteurs qu'il profite des débuts de sa série live à la télé américaine intitulée Arrow depuis quelques jours. Niveau équilibrage contre ses super adversaires, il n'y a pas l'air d'avoir matière à s'en faire. Dans le trailer que vous voyez en ce moment même, l'archer d'élite semble se défendre plus que correctement contre Flash, Batman et les autres super-héros de l'univers DC. Si certains avaient pu se moquer du design adopté pour Batman dans le titre de NetherRealm Studios, les images de combat se révèlent toujours aussi nerveuses. Cela donne envie, mais il faut voir ce que cela peut donner pas dans main. Ce qui ne sera pas encore le cas tout de suite, le titre n'étant prévu que pour avril 2013 pour l'instant. Je vais donc vous parler des trains au Japon parce que le système ferroviaire japonais, c'est tout simplement formidable. Déjà, c'est super propre, c'est super à l'heure, il n'y a pas de grève, c'est climatisé et puis les gens sont super civiques. C'est très rare d'entendre un téléphone portable sonner ou d'entendre quelqu'un parler en hurlant en pensant qu'il est seul au monde. Mais ce que j'aime avant tout, c'est la sensation de sécurité, voilà, ne pas avoir peur en montant dans son train parce que je vous avoue que par ici, il m'est arrivé tellement de trucs chelous dans les trains que je suis un petit peu traumatisée maintenant. Alors qu'au Japon, je savais qu'à chaque fois que je le prenais, j'allais pouvoir passer un voyage tranquille sans qu'il y ait un relou qui vienne me voir ou sans bourré agressif. Bon, il y a des bourrés dans les trains au Japon, surtout le soir après le nomikai entre collègues, mais ils sont plutôt drôles. On regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, 007 et Judge Dredd sont de retour dans Skyfall et Dredd. On avait déjà évoqué dans cette émission les retards induits par la banqueroute de la MGM lors de la présentation de la cabane dans les bois en mars dernier. Mais bien évidemment, ce ne fut pas le seul projet impacté de la sorte. Ainsi, la cabane dans les bois et le remake de l'Aube Rouge ont vu leur date de sortie repoussée jusqu'à cette année, alors que les tournages étaient déjà achevés. Bilbo le Hobbit a lui aussi subi une production tumultueuse avec le départ du réalisateur mexicain Guillermo del Toro après une suite de reports de tournage qui a duré plus d'1 an. De la même manière, le 23e James Bond a longtemps été reporté. Mais bon, on n'en est plus là, la MGM s'en est sortie et on pourra bientôt voir les prochains Bilbo, Red Dawn et 007. Dans ce nouvel épisode, intitulé Skyfall, on suit toujours James Bond qui devra prouver sa loyauté envers la couronne, mais aussi envers M après qu'il se soit fait passer pour mort. Mais peu à peu, l'énigmatique passé de M viendra la hanter,
lorsqu'un individu décide de s'en prendre directement au siège du MI6 et à ses agents. Tout en suivant le sillon et la nouvelle tonalité de la franchise amorcée avec Casino Royale, ce James Bond semble tenter une approche plutôt originale en développant un peu la psyché et le passé de ses personnages. C'est à Sam Mendes, réalisateur de American Duty et Jared, qu'incombe la lourde tâche de mettre en scène les nouvelles aventures de l'agent 007, et c'est un événement, car c'est l'une des premières fois qu'un réalisateur aussi connu, talentueux et respecté s'attaque à la franchise. Côté cast, on retrouvera à nouveau Daniel Craig et Judi Dench. Ils seront entourés par Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Albert Finney, les James Bond Girls Naomi Harris et la Frenchie Bérénice Marlowe, ainsi que le grand méchant Javier Bardem, que l'on avait déjà vu avec une coupe pas possible dans No Country for Old Men des frères Cohen, et qui dépasse ici les limites du bon goût capillaire. Ce nouveau James Bond donne envie à plus d'un titre. Déjà grâce à son approche semblant être plus sombre, ensuite pour effacer la grosse déception que fut Quantum of Solace, le dernier épisode en date. Enfin, par la présence de l'excellent Sam Mendes aux commandes. Skyfall sortira le 26 octobre 2012. It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. What do you say about a man like that? 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. They weren't targeting her. They wanted her to see it. Welcome to the new MI6. I'm your quartermaster. You must be joking. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Just look at you, chasing spies. England, MI6. She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. The 2 survivors, this is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Si vous vous souvenez de Judge Dredd, sorti en 95 avec en vedette Sylvester Stallone, ce n'est pas vraiment pour de bonnes raisons, tant cette adaptation du comics de John Wagner et Carlos Ezquerra était d'une nullité confondante. Pourtant, un nouveau film va bientôt arriver sur nos écrans, et non, rassurez-vous, ce n'est pas une suite du navet réalisé par Danny Cannon. Cette nouvelle version est bien entendu, puisque c'est devenu une habitude à Hollywood, un reboot. Pour ce film, sobrement intitulé Dredd, c'est Pete Travis, réalisateur du sympathique Angle d'attaque, qui mettra en scène le juge Joseph Dredd dans les ruelles sombres de Mega City One. Les juges sont les gardiens suprêmes de l'ordre. À la fois juges, jury et exécuteurs, ils font la loi dans Mega City One, et le juge Dredd est le plus craint d'entre tous. Cette fois-ci, Dredd est sur les traces du slow-mo, une nouvelle drogue de synthèse qui fait des ravages. Ces investigations l'entraîneront dans un immeuble infesté de criminels où il sera pris au piège. Ce n'est plus Stallone, mais Karl Urban qui endossera la défroque de Dredd. Il sera accompagné de Olivia Thirlby et Lena Headey, la Cersei Baratheon de la série Game of Thrones. Si le projet semble plus alléchant que la version de 95, on est en droit d'émettre quelques réserves à la vue de ces premières images, car avoir limité l'action à un seul immeuble avec des étages à nettoyer un par un donne le sentiment d'un film limité par son budget et fait beaucoup trop penser à l'excellent The Raid sorti en juin dernier. Cependant, on peut garder un espoir en sachant que le film a obtenu une classification R aux États-Unis, que le juge Dredd garde son casque pendant toute la durée du métrage, et surtout parce qu'il est scénarisé par Alex Garland, l'auteur des scripts de 28 jours plus tard et Sunshine.
Suite aux premières projections, les premiers avis sont plutôt mitigés, entre ceux qui trouvent le film très bon et ceux qui n'ont pas été emballés, même s'ils s'accordent à dire qu'il est bien supérieur à la catastrophique première version avec Stallone. Malheureusement, on ne sait pas encore quand Dredd sortira en France. Espérons qu'il aura droit à une sortie ciné et pas une exploitation directement en vidéo. Makes the brain feel as if time is passing at 1% its normal speed. If we play this right, we can take the whole city. $800 million people living in the ruin of the old world. Only one thing fighting for order in the chaos. The men and women of the Hall of Justice. Peachtree's is the manufacturing base for all the slow-mo in Mega City 1. You know how often we get a judge up in Peachtree's? Well, you got one now. She has control of everything. Levels 1 to 200. This is Mama. Somewhere in this block are 2 judges. That's not good. I want him dead. We're gonna have to go through him. Rookie, you ready? Yeah. You look ready. Fire! Judgment time. Let's finish this. Law is not the law. I'm the law. Negotiation's over. The sentence is death. So you're me in 30 years. On continue dans la science-fiction avec Looper, le nouveau film de Rian Johnson avec en vedette Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt qui sortira le 31 octobre. Soit dans 2 semaines tout pile, sauf si vous regardez une rediffusion, là ça ne compte plus. So why don't you do what old men do and die? Why don't you just take your little gun out between your legs and do it, boy? N'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. In the future, time travel is outlawed, used only in secret by the largest criminal organizations. When they need someone gone, and they want to erase any trace of the target ever existing, they use specialized assassins, like me, called loopers. You're a looper? You know what we do? And the only rule is never let your target escape, even if your target is you. This is not a good thing. My boss will be searching for me until he finds me. Sweep the streets, get on it. I'm gonna fix this! I'm gonna find him! I'm gonna kill him! Hunt them down. But every second that passes is bad. What's he gonna do? I'm gonna save your life. My life! Your life! I know you're not lying when you say you're gonna kill this guy. This is like a nightmare. I'm sorry. Oh my god!
J'adore les trains japonais, mais faut pas croire non plus que tout est rose. Victime de son succès et de la population japonaise, les heures de pointe sont loin d'être une partie de plaisir. Je crois que j'ai été jamais aussi serrée et comprimée de toute ma vie que dans un train de la Saikyosen à environ 7 h du matin, où il y avait clairement pas 1 cm3 d'espace libre, et où durant tout le trajet, j'avais le coup de dingue comme ça, au milieu de la gorge. J'ai cru que j'allais mourir d'asphyxie lors de ce trajet. Autre chose, je vous ai dit que les Japonais étaient super civiques, mais ça, c'est seulement une fois qu'ils ont leur place dans le train. Parce que si vous voulez, avant que le train arrive, les gens se mettent en rang de façon très organisée sur le quai. Là aussi, j'avais halluciné. Imaginez ça à Paris. Mais une fois que les portes du train s'ouvrent, alors là c'est fini, c'est la guerre, chacun pour soi, ça pousse dans tous les sens afin d'accéder à une place assise. Et je crois que dans ce sport-là, les plus dangereuses, c'est les petites mémés japonaises, elles sont super ardueuses. Allez, on regarde la minute du geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Aujourd'hui, Microsoft fait quasiment partie des meubles et ne fait plus franchement peur. Mais dans les années 90, la montée en puissance aussi rapide que spectaculaire de la firme de Bill Gates en faisait une sorte de grand méchant loup, un léviathan corporatiste qui, dans les yeux de nombreux geeks, menaçait d'imposer son hégémonie sur l'ensemble du monde informatique. L'histoire de Microsoft commence en 1975 dans la région de Seattle par un gros coup de bluff. Bill Gates et Paul Allen, deux amis d'enfance passionnés d'informatique, lisent un article sur le micro-ordinateur Altair 8000. En discutant, Gates et Allen estiment être capables de programmer un interpréteur basique pour la machine. Gates décide donc d'appeler le constructeur de l'Altair 8000, la société Micro Instrumentation and Telemetry Systems, afin de leur proposer l'idée. MITS demande si Gates et Allen ont déjà créé le programme en question. Gates dit que oui, alors que ce n'est pas le cas. MITS propose à Gates et Allen de venir dans leur bureau à Albuquerque pour faire une démonstration. Gates et Allen se retrouvent donc à devoir créer un interpréteur basique fonctionnel à vitesse grand V. Ils réussissent leur pari et MITS accepte de distribuer leur programme. Fort de cette réussite, Gates et Allen décident de fonder une société. Comme ils réalisent des softwares pour micro-ordinateurs, ils adoptent naturellement le nom Microsoft. Au début des années 80, Microsoft, qui a continué de se développer et a ouvert de nouveaux bureaux à Bellevue, dans la banlieue de Seattle, part à l'assaut du marché des systèmes d'exploitation. Leur premier OS est Xenix, une variante d'Unix. En 1981, IBM contacte Microsoft pour concevoir un système d'exploitation pour ses ordinateurs PC. Microsoft rachète les droits d'un programme appelé Quick and Dirty Operating System, ou QDOS, développé par une société nommée Seattle Computer Products. QDOS va servir de base au Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. La version 1.0 de MS-DOS sort en 1982 et va être un énorme succès. Mais Microsoft ne s'arrête pas là. Dès 1981, la société commence à travailler sur un programme appelé Interface Manager, dont l'objectif est de concurrencer l'Apple Lisa, qui propose une interface graphique. En novembre 1983, Interface Manager est rebaptisé Microsoft Windows et officiellement annoncé. Ce nouvel OS ne sortira toutefois qu'en 1985. Windows sera suivi de Windows 2.0 en 1987, Windows 3.0 en 1990, Windows 3.1 en 1992, mais c'est vraiment avec Windows 95 que Windows va devenir le système d'exploitation par excellence sur PC. Dans les années 90, Microsoft va diversifier son activité, la bureautique avec la suite Office, les navigateurs avec Internet Explorer, le jeu vidéo avec Microsoft Game Studios. La société, désormais basée à Redmond, devient omniprésente. C'est aussi le moment où Microsoft commence à avoir mauvaise presse et qu'on se met à les soupçonner de vouloir imposer un monopole via des méthodes peu scrupuleuses, mais on y reviendra dans une prochaine Minute du Geek. Un autre truc des trains que j'adore et qui m'en toujours un petit peu nostalgique quand j'en entends à la télé ou dans des dramas par exemple, ce sont les annonces de gare. Donc déjà, chaque station a sa propre petite musique à l'arrivée d'un train. Et ensuite, il y a des annonces préenregistrées. Ça donne « Nibansen ni densha ga mairimasu. Kiroi senmade osagari kudasai ». Ce qui veut dire « Un train arrive en voie 2, veuillez reculer derrière la ligne jaune ». Et généralement, après ces annonces, le chef de gare prend son petit micro et répète la même annonce, mais à sa manière. On le sent fatigué, pas très motivé, il s'en fiche d'être compris ou pas, ça donne donc bah voilà, je trouve que ça aussi, c'est la marque du Japon. C'est l'heure de la critique consacrée à Career Command Gaia Mission. Now,
Fight for freedom! Yes, sir! Career Command avait fait le bonheur des possesseurs de micro-ordinateurs à la fin des années 80. Ce jeu proposait de diriger un porte-avions capable de lancer des véhicules de deux types. Les Manta, les unités volantes du jeu, et des Walrus, les jeeps amphibies. Il fallait conquérir des îles pour accumuler ressources et puissance de production afin de pouvoir abattre le porte-avions adverse, car l'ennemi, de son côté, poursuivait les mêmes objectifs. Bohemia Interactive, responsable des Arma et Arma 2, a mis un de ses studios, Black Element Software, sur un remake moderne de Career Command. Le scénario de ce nouvel épisode place le joueur dans le futur d'une terre ravagée par la guerre. Le bloc occidental est en mauvaise posture face au bloc asiatique, et l'avenir des braves occidentaux va se jouer sur la colonie planétaire de Taurus. Car Taurus abonde en eau, la ressource la plus précieuse désormais. Après une introduction à l'idéologie discutable et aux cinématiques d'un niveau pas très élevé, le joueur se retrouve sur Taurus en mode FPS. On ne s'y attendait pas forcément et on constate vite que le jeu n'est pas à son avantage dans cette phase. Heureusement, il ne faudra pas bien longtemps avant de prendre le contrôle d'un porte-avions en piteux état, de trouver une première Jeep et de commencer à capturer des îles. La campagne se lance. La majorité du gameplay prend place sur la vue tactique de la carte. Le joueur peut donner des ordres de déplacement et de comportement à ses unités. Il dispose de jusqu'à 4 Manta et 4 Walrus déployables depuis le porte-avions. Ces unités lancées, elles tenteront d'accomplir au mieux de leurs possibilités les ordres du joueur. Mais il faudra bien surveiller leur niveau de vie, de munitions et de carburant, car un accident est bien vite arrivé. Le joueur peut donner des ordres de déplacement à loisir à chacune des unités et voir leur évolution en temps réel. Il peut même passer à la vue actuelle de chacune des unités et en prendre les commandes s'il le désire. On pourra trouver sur les îles toutes sortes de bâtiments utilisables à loisir. Des recharges de munitions, des réparations, du carburant bien évidemment. Mais aussi des radars et ce qui représente le cœur même de l'île, le centre de commande qu'il faudra capturer ou détruire et reconstruire. Les unités du joueur sont customisables avec toutes sortes d'équipements, permettant de réparer une unité alliée ou de changer d'arme principale par exemple. Techniquement, le jeu propose des environnements variés, une bonne gestion de la lumière et des musiques agréables. Mais la jouabilité, quel que soit le véhicule, n'est pas franchement impressionnante. Et les parties FPS sont simplement mauvaises. Les développeurs ont prévu un mode d'accélération temporelle quand le porte-avions se déplace entre les îles, mais ils ne l'ont pas inclus sur les îles elles-mêmes, ce qui occasionne parfois de longs moments d'attente. Le plus grave problème du jeu concerne le pathfinding des unités. Alors que tout le gameplay repose sur une exécution précise des ordres du joueur par ses drones, les jeeps sont parfois incapables de trouver leur chemin ou de se dégager d'un terrain boueux, obligeant le joueur à venir prendre les choses en main. La frustration est vite au rendez-vous. Avec cela, il faut noter que le jeu ne propose pas de mode multijoueur. L'initiative était intéressante et l'on sera toujours curieux de découvrir de telles tentatives de remise au goût du jour d'anciens concepts qui ont fait leurs preuves. Mais il faut reconnaître que ce Gaia Mission comporte trop de défauts pour réaliser son objectif. Sir, we lost. Pour conclure ce 101%, je dirais que les trains au Japon, bon, ça coûte cher, mais au moins on voit le résultat, on sait pourquoi on paye. Alors qu'à Paris, c'est tout aussi cher, mais on a l'impression de voyager dans une poubelle, quoi. On se demande où passe l'argent des billets. Bon, je sais pas comment c'est en province, mais je suis sûre qu'il y a des trains super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt!